Donc je vais vivre cette vie où chaque fois que je vais dans le sud, je mens. Je joue le personnage du mec séronégatif. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane, j'ai 52 ans, je suis queer et séropo, c'est-à-dire que je vis avec le virus du VIH depuis quasiment un quart de siècle, ça fera 25 ans l'an prochain. Donc en 1998, je pars vivre à Londres après mes études à Montpellier et à Pâques 2000, j'ai un de mes potes qui vit à Paris, qui est parisien, qui m'appelle et qui me dit Steph, j'ai un truc à te dire, je suis séropo. Là, je me souviens exactement, j'étais dans un appartement à Londres où je vivais, qui était à Peckham Rye, à l'est de Londres. Et là, c'est assez étonnant parce que, bizarrement, le VIH, pour moi, même le sida, avait toujours été un peu loin dans ma vie. Le SIDAction à la télé, Hervé Guibert que j'avais lu, mais que je voyais de loin, les nuiphobes. C'était toujours un peu loin de moi, mais j'avais personne dans mon entourage qui avait soit le VIH, soit qui était mort du sida. Et là, parce que ce pote qui vit à Paris m'annonce ça, j'ai l'impression que d'un coup, le VIH rentre dans ma vie. Et là, je me dis, il faut que tu ailles faire un test, c'est pas possible. Donc, on était le vendredi soir. Le lundi, je vais dans une clinique au centre de Londres, qui s'appelle Mortimer Center. Je fais ma prise de sang. Je le dis au boulot. Je travaille dans une petite société d'études de marché. Et le vendredi, je cherchais mon test. Et là, étonnamment, donc on m'appelle mon nom, je rentre dans la pièce. J'ai souvenir d'une pièce très très douce, très apaisée, avec des murs saumon, rose, etc. Mais assez minimaliste. Donc je m'assois au bureau, l'infirmière s'assoit en face de moi. Là, elle tourne un livre comme ça, avec 2 pages, 3 pages, et puis elle s'arrête. Et là, je regarde et je vois négative. Et là, je me dis, assez surpris, elle tourne une page de plus, et elle me dit, Mr. Verne, you are HIV positive. Et là, très étonnamment, il y a une forme de libération qui se fait. C'est-à-dire que ma sexualité avait commencé en 87-88, nous sommes en 2000. Ma sexualité, je l'ai toujours vécue avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire, chaque fois que je rencontre un gars, est-ce qu'il a le VIH ou pas? Des fellations sans préservatif, on commence un peu, on met pas la capote, on pénètre sans pénétrer, je pénètre sans pénétrer. Il y a toujours ce truc de cette incertitude. Et là, d'un coup, le poids de dire à chaque fois, est-ce que je vais attraper le VIH? Il disparaît parce que j'ai le VIH. Et je me souviens à ce moment-là d'avoir une espèce de libération, ce qui quand même était assez étonnant. Donc l'infirmière est assez étonnée. On parle du mute en anglais, tout va bien, machin et tout. Et là, en fait, il y avait un ami à moi donc je vivais à Londres, mon ami Steven, qui était australien. Depuis 2 ans, c'était mon binôme, on faisait tout ensemble. Il m'attendait dans la salle d'attente, donc qui était au bout du couloir. Donc il me voit sortir. Et le couloir était assez long, donc j'avance vers lui. Et il me l'a raconté après. Et il me voit avancer avec un grand sourire. Donc lui est convaincu que je suis séronégatif. Et là, je vais le voir, j'ai dit « I'm positive ». Et alors c'est lui qui tombe de sa chaise, bon il est debout, mais il tombe de sa chaise en me disant « mais what ?» Et il comprend pas, j'ai dit « oui, mais pourquoi tu souris ?» Je dis « mais je sais pas ». Et donc voilà, là je vais dans l'équivalent d'une structure comme AID, ma structure qui s'appelle Terence Against Trust. Je vois un accompagnateur communautaire, on me parle, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit, blablabla. Je fais non, pas du tout. On sort de la clinique, j'appelle 2-3 connaissances, notamment ma boss, et je me souviens absolument plus du tout du week-end. Je sais plus du tout ce qui s'est passé dans le week-end, mais je me souviens être assez apaisé. Le lundi, j'arrive au travail. Je dis à donc Suzy, ma boss, je lui dis écoute, il faut qu'on parle. Elle me dit, j'ai dit ouais. Donc on va dans un petit bouib derrière les bureaux. On prend une cup of tea avec du milk et on commence à parler. Et je lui raconte voilà que je suis séropo, etc., etc. Et extraordinaire, elle me dit écoute, voilà, en même temps, il va falloir que tu fasses tes dépistages réguliers, que tu es à la pharmacie, que tu es à l'hôpital, faire nanana. Donc tu t'arranges, tu prends sur tes heures, il n'y a pas de souci, tu nous dis à l'avance, etc., etc. Et donc je commence à Londres cette vie de personne séropositive, qui a quand même un grand avantage, c'est que moi je suis d'un petit village, donc qui est une ville qui s'appelle Aigues-Mortes, dans le sud de la France. Je suis très très loin de la famille. Donc j'ai cette truc de me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ça? Et alors je décide à l'époque d'en parler à un de mes frères, j'ai 2 frères et une sœur, d'en parler à un de mes frères, qui, en catastrophe, prend le premier avion et vient à Londres. Notre discussion se passe assez mal, parce qu'en fait, il a peur pour moi, il est en colère contre moi. Comment, en 2000, avec tout ce qui se passe, avec le préservatif, on sait parfaitement ce qu'on doit faire pour ne pas l'attraper. Comment on peut encore l'attraper? C'est sa problématique à lui. Et moi, je me dis, mais tu sais pas ce que c'est que de vivre à cette épée de Damoclès, cette complication de la sexualité depuis le début. Donc, bref. Et là, on prend la décision, qui à l'époque, je croyais était la bonne. C'est forcément la bonne, puisque c'est elle qu'on prend sur le moment, mais qui, avec le recul, je pense que c'était pas la bonne. De dire qu'on ne va pas en parler à la famille. Et donc, on va créer
cette espèce de secret où je vais avoir une espèce de vie schizophrénique, c'est-à-dire à Londres, et quand je vais de temps en temps à Paris voir mes potes, tout le monde le sait, mais à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, personne n'est au courant. Donc je vais vivre cette vie où chaque fois que je vais dans le sud, je mens, je joue le personnage du mec séronégatif, j'esquive toutes les questions possibles. Je me rappelle à l'époque, à partir du moment où je vais commencer à avoir des traitements, parce que les thérapies sont arrivées, d'arriver avec des médocs. Le sud de la France, j'avais souvent 3 semaines en vacances, il me fallait beaucoup de médocs, et cacher les médocs, mais dans la valise, de faire des sous-couches pour pas que ma mère les voie, parce que j'étais le petit dernier d'une fratrie, et quand j'allais en vacances, ma mère, c'était son petit dernier qui arrive, donc c'était, et elle, évidemment, elle rentrait à la chambre, elle vérifiait les draps, les machins, l'armoire, et donc il fallait vraiment que je fasse hyper gaffe, et c'était un stress, en fait, qu'à l'époque, j'ai pas vraiment identifié, mais qui est un stress qui va me peser année après année, qui va se construire et qui va devenir une vraie problématique. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, quand une personne découvre sa séropositivité, on la met de suite sous traitement pour maximiser les chances que le traitement fonctionne. À l'époque, les médecins, les scientifiques pensent qu'il est bon de laisser la personne le plus longtemps possible sans traitement pour que le système immunitaire puisse combattre le virus et que tant que la personne est en dessus de 200 T4, le système immunitaire n'a pas de danger, ne peut pas attraper des maladies opportunistes. C'est ça qu'on appelle la phase SIDA. Et donc, on nous laisse comme ça, sans traitement à l'époque. Donc, je fais de 2000, à partir du moment où j'apprends que j'ai le VIH, jusqu'à 2003, je ne prends pas de traitement. Ce qui fait que, bon an, mal an, j'en ai un petit peu parlé, mais je vis une vie de mec séronègue. À mes plans cul, je leur dis pas, parce que de toute manière, on met la capote. Donc, c'est des plans cul d'un soir, on baise, machin, etc. Donc, j'ai pas de copains à l'époque. Donc, potentiellement, j'ai pas besoin de le dire. Et du coup, il s'est fait cette vie pendant 3 ans où en fait, j'ai pas besoin d'en parler et ça se passe plutôt ok. La famille, on n'en parle pas besoin de le dire, j'ai rien à montrer. Et puis, en 2002-2003, je vais faire les Gay Games, donc je joue au football. Je vais faire les Gay Games, les Jeux Olympiques gays en Australie, à Sydney. Et en rentrant des Gay Games, en fait, j'enchaîne 2 angines. Et là, mon médecin m'a dit, on va refaire un bilan parce qu'il y a un truc qui est louche. Et je fais un bilan et en fait, mes T4 passent à 170. Donc, il me dit, on va commencer le traitement. Et là, je commence dans une phase qui est assez étonnante parce que pour moi, les trithérapies, les antirétroviraux, qui étaient arrivés en 96, on est en 2003, donc ils ont évolué. Pour moi, c'est une vie facile, je vais prendre 2 cachets, ça sera impeccable et tout. Et en fait, ce qu'on ne se souvient pas maintenant, mais on peut s'en souvenir ce qui à l'époque était, moi je prends le premier traitement qui s'appelait Sustiva, qui est un traitement qui était hyper efficace parce qu'il comprenait 3 molécules. Sauf que ce traitement, c'est un enfer sur Terre. C'est-à-dire qu'il fallait le prendre le soir avant de se coucher, et alors c'était des cauchemars. C'était un peu prendre un peu pour ceux qui en ont pris, de l'acide. C'est-à-dire qu'on avait des espèces de visions, donc il fallait vraiment le prendre le soir et pas faire une insomnie, parce qu'on se retrouvait à avoir Et je vis avec ce Sustiva qui va faire de mes nuits un enfer pendant des mois. Et mon médecin à l'époque, parce qu'il y avait d'autres traitements, mais qui étaient plus lourds, où il fallait prendre 10, 15, 20 comprimés, me dit accroche-toi, tu vas y arriver, tu verras, c'est le plus simple et tout. Une forme de résilience déjà. De dire voilà, je m'accroche, c'est le traitement, ça me sauve la vie, mais il y a une forme de pression. Donc je prends ce traitement pendant 4 ans. Fin 2006, début 2007, je rentre dans une forme de dépression qui est assez dure. Et je comprends pas pourquoi. Et c'est un moment où je décide peut-être de quitter Londres, de revenir à Paris. Je finis par aller voir mon médecin, complètement déprimé. Et là, mon médecin me dit, en fait, on va arrêter le Sustiva parce qu'on commence à avoir un petit peu de recul. Et le Sustiva rend les gens dépressifs. Donc, cette espèce de dépression que j'ai eue pendant des années, en fait, c'était le traitement qui me le donnait. Et moi, je l'ai vécu comme on m'a imposé un traitement. Et ça a été hyper violent à l'époque. Donc, je prends un nouveau traitement, ça s'appelle Calitra. Et donc là, à l'espace de 2 jours, j'arrête le Sustiva, la dépression disparaît. Donc je recommence à respirer, je recommence à être souriant, à vivre. Et je me rappelle mon coloc, à l'époque, mon coloc était désespéré. Il me voyait tous les soirs couché sur le canapé, triste, qu'il n'y avait plus d'énergie, etc. Donc je commence à Calitra. Et là, je prépare mon retour à Paris et je rentre à Paris en mars 2007. Et là, le problème de Calitra, c'est que chaque fois que je bois une goutte d'alcool, une pinte, etc., je ne vais pas rentrer en détail, mais j'ai des diarrhées qui sont d'une violence incroyable. Donc, pareil, mon médecin à Paris me dit, mais accroche-toi, ton organisme, etc. Donc là, je vis pendant 6 mois avec un traitement où je savais que chaque fois que je buvais une bière, que je buvais un verre de vin, etc., il fallait que je sois pas trop loin de toilette, parce que je savais que dans le quart d'heure, ça allait être l'horreur.
Et là, donc, au bout de 6 mois, en juin 2007, je dis à mon médecin, bon, on va arrêter parce que moi, je peux plus, sinon j'arrête tous les traitements. Là, je bascule sur un troisième traitement. Et là, ce traitement est assez ancien, mais fonctionne plutôt pas mal. Et là, je rentre dans une période où le traitement va être assez doux avec moi. Il va très bien fonctionner. Et donc, je vais rentrer dans une période qui va être plus simple parce qu'en fait, j'ai plus d'effets secondaires. Et donc, la vie se fait plus facilement. Et donc, j'avance assez heureux, etc. Mais le problème, c'est que j'avance dans une vie qui est, ce que je disais tout à l'heure, une vie vraiment schizophrène. C'est-à-dire que j'ai deux vies et le poids de cette séropositivité que je ne dis pas, que je cache, etc., commence à être très compliqué. Et puis, en 2007, je rencontre un garçon qui était dans le sud de la France, qui faisait la saison, qui était serveur dans un village touristique. Et ce garçon-là, en fait, on accroche vachement bien. Et donc, moi, je remonte à Paris, tous les week-ends, je descends le voir. Et je lui avais pas dit que j'étais séropo. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bon, il va falloir que j'en parle parce que c'est un peu compliqué. On n'a pas eu de sexe encore, on n'a rien fait. Et potentiellement, il me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la capote, tout ça, machin et tout. Donc, je descends, c'est le dernier week-end du mois d'août 2007. On part dîner à Montpellier dans un restaurant brésilien. Comme ça, on se rappelle le détail. Hein. Et là, on s'assoit et je dis, écoute, je te parlais par rapport à la capote, etc. Il dit, oui, d'ailleurs, on va aller faire des tests tous les deux et comme ça, on peut arrêter la capote. Il dit, moi, je déteste la capote, donc il est hors de question que j'en mette une avec toi. Donc, on va aller faire des tests, comme ça, quand on sera tout négatif, on pourra avoir une relation monogame et on pourra baiser sans capote. Tu sais, il faut que je te dise un truc. Et donc, je tourne autour du pot, il sent qu'il y a un truc qui se passe. Je dis, bah, écoute, voilà, je suis séropo depuis 7 ans. Et j'ai des antirétroviraux, donc j'ai une charge virale qui est maîtrisée, qui est l'indétectabilité encore à l'époque, on en parlera tout à l'heure, mais elle n'est pas encore, on n'est pas encore sûr. Le rapport des Suisses du professeur suisse Hirschel, il n'est pas encore sorti. Donc j'ai dit écoute voilà, mais comment tu vois ça et tout. Et là je vois qu'il se ferme complètement et il me dit écoute on va en rester là parce que moi droit dans les yeux. Je peux pas être avec quelqu'un qui a le sida ou je peux pas être avec quelqu'un qui a le VIH, donc on va rester là. Et là, je m'aperçois que je deviens complètement sans défense. C'est-à-dire que ce virus, que je n'ai pas choisi, qui au final, depuis 7 ans, était mon compagnon. J'ai mon compagnon quand j'en parlais à mes amis, ne pas en parler à la famille, ne pas en parler ou en parler à mes plans cul. Tout est décidé à partir de maintenant par rapport au VIH. Le VIH a son mot à dire dans toutes mes décisions. Et là, c'est la première fois où d'un coup, j'ai le vrai rejet. C'est-à-dire quelqu'un me dit, toi, avec ton VIH, je ne peux pas vous accepter. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on se dit, mais je peux rien faire. C'est-à-dire, je peux pas lui dire, ben, je vais l'enlever. Et s'il faut me prendre moi, c'est le full package. C'est moi et mon virus. Et qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Rien. Parce que c'est toi qui as une problématique avec ce virus. Si je t'avais dit que j'étais diabétique, tu m'aurais pas dit, ben non, tu es diabétique, je te rejette. C'est le VIH. Donc il y a toute la stigmatisation de ce virus qui a toujours été montré comme quelque chose de honteux, de sale. Le Front National, 86, en télévision française, sur Antenne 2 à l'époque, Jean-Marie Le Pen, les sidaïques, les sidatoriums, il y a ce jugement avec la salive, avec la transpiration, etc. Donc on a toujours été des pestiférés. Le virus a créé des pestiférés. Alors, il y avait déjà l'homophobie classique, et en plus il y avait l'homophobie à cause du VIH. Et quelqu'un de ma communauté me dit que moi et mon virus, il ne peut pas m'accepter. Et ce rejet-là, en fait, je ne m'en aperçois pas à l'époque, mais je rentre dans une spirale où je ne rencontre que des personnes qui sont assez négatives et qui vont m'amener. C'est-à-dire que cette douleur que j'ai à ce moment-là, de dire mais je veux plus ce virus, il va m'empêcher de rencontrer des gens, il va m'empêcher d'être heureux, il va m'empêcher d'avoir une sexualité épanouie. Je n'en veux plus de ce virus. Ça me fait tellement mal que comme je ne peux pas en parler à la famille notamment et que je dois me cacher, ben je vais trouver des subterfuges pour pas que je souffre. Et les subterfuges, ça va devenir l'alcool, ça va devenir la drogue, et je rentre dans une toxicomanie sans même m'en apercevoir pour apaiser les douleurs d'un VIH que je ne peux pas assumer parce que c'est un VIH qui me fait être rejeté par les autres. Donc cette période a été une période qui est très compliquée et maintenant avec le recul, je me vois dépérir. Et la chance que j'ai eue, c'est une espèce d'instinct de survie qui fait que en 2013, je pousse la porte de l'association Aide. Je deviens militant et après, maintenant je suis salarié de Aide.
parce que j'ai besoin d'être dans une structure qui va m'accompagner, où je vais avoir de la bienveillance, du non-jugement, et de rencontrer des pairs, des gens comme moi qui sont séropos, avec qui je puisse parler, échanger, etc. Et donc, ce qui se passe, je deviens donc bénévole, on appelle ça des volontaires chez Aide, pendant 2 ans, et puis après j'enchaîne, 3 postes salariés. Et ça va me permettre de construire ma réponse intérieure, c'est-à-dire de voir qu'il y a des gens autour de moi, chez Aide, qui sont séropos, des garçons, des filles, des personnes non binaires, qui sont séropos, et qui vivent plutôt bien avec, qui ont des plans cul, qui ont des relations amoureuses. Donc je vois un petit peu l'évolution, me dire que c'est possible. Et puis la prévention évolue beaucoup. Des études montrent petit à petit. Il y a plusieurs études qui sortent comme ça, qui montrent qu'en fait, une personne qui vit avec le VIH, qui prend son traitement, qui est en charge virale maîtrisée, la charge virale est très très basse dans le corps, dans les tissus, etc. On appelle ça indétectable. Cette personne-là ne transmet pas le virus. Ça a été prouvé par des études et partenaire 1, partenaire 2, etc. Et donc, pour nous, personnes séropositives, un jour, je me rappelle, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, tu dis ça parce que tu es séropo ». Je fais « Non, je dis ça parce que c'est la science ». Évidemment, pour nous, c'est facile de dire parce qu'on est séropo, mais c'est la science qui le démontre. Et puis, en 2020, il se passe un petit événement qu'on appelle le Covid. Et là, donc moi, je suis chez Aide, je travaille dans un centre, donc je ne suis pas en télétravail. Et là, je me dis, accueil de public, si la famille, je dois leur dire que j'attrape le Covid, que je pars en urgence à l'hôpital, si en plus de ça, je dois leur rajouter la couche que je suis séropo, mais ça va être une catastrophe. Donc là, je prends la décision de faire un long message. On est en mars 2020, le confinement a commencé. Un long message que j'envoie à ma sœur, à mon autre frère, en leur expliquant sur un des réseaux sociaux Messenger, je ne vais pas dire le nom. Et là, réaction formidable, pas de souci, on comprend, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant, et c'est merveilleux et tout ça. Derrière, j'enchaîne mes 5 nièces, mon neveu, qui ont tous entre 20 et 30 ans. J'envoie ça, tonton, génial, tu es notre héros, etc., etc. Ça se passe hyper bien. Donc là, je me libère de ce poids. Et à partir de là, je fais un long message sur Facebook et j'annonce ma séropositivité au monde entier. En tout cas, mes amis Facebook. Et là, il y a une espèce c'est à la fois libératoire et jubilatoire. C'est-à-dire que ce poids de vivre une double vie, ce poids d'être schizophrénique, disparaît complètement. Et là, je sens qu'il y a une espèce de libération qui se fait petit à petit. 1 an et demi après, je fais une vidéo dans le cadre d'une opération qui s'appelle la 10 ans chez Aide, une vidéo qui dure 16 minutes où je parle mon parcours, j'annonce ça. Et donc là, la vidéo est lancée sur les réseaux de Aide. Et là, c'est à large. C'est-à-dire que le monde entier sait que je suis séropo. Et là, d'un coup, c'est une forme de libération. Et je continue ma thérapie, etc. J'ai toujours mes problématiques d'addiction. Et puis un jour, j'ai le déclic avec une thérapeute qui est addictologue et je m'aperçois en fait que le VIH a tellement été douloureux que l'alcool, que les produits sont venus apaiser cette douleur. Je m'en rends compte là. Et que maintenant que je suis libéré de ça, en fait, mes addictions disparaissent. Et donc en 2023, ça va faire 2 ans, je fais le Dry January, le janvier sans alcool, j'arrête de boire. Et en fait, je me rends compte que je me connecte à mes émotions et qu'en fait, la libération du VIH m'a permis de me libérer de tout ça. Et donc, ça fait 2 ans que je ne bois plus. Et les pratiques de chemsex que j'avais aussi, qui est la consommation de produits psychoactifs dans un contexte sexuel, disparaissent complètement aussi. Et donc, je suis en totale sobriété depuis 2 ans. Et le VIH était la clé de voûte, parce que le VIH a été tellement douloureux, m'a permis de ne pas me connecter à moi-même, parce que je joue un rôle, qu'en me libérant de ça, je me suis trouvé moi-même. Et en fait, ce qu'aussi, quand on voit l'évolution du VIH, aujourd'hui on dit « Ah oui, le VIH... on prend 2 cachets, on est très bien suivi, donc on a une espérance de vie qui est égale aux personnes séronégatives. C'est aussi beaucoup parce qu'on est bien suivi et qu'on dépiste les maladies plus tôt. On croit que c'est facile. Et en fait, non. En fait, prendre un cachet tous les jours, c'est pas anodin pour la santé mentale. Avoir cette pression parce que la problématique de rejet, de stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH, elle est toujours là. Il y a toujours des personnes qui sont rejetées, il y a des personnes qui ne peuvent pas en parler à leurs parents, à leurs amis. Donc ça joue vraiment sur la santé mentale et à ce niveau-là, c'est hyper compliqué. Nous, chez Aide,
On reçoit des personnes qui vivent ça, mais hyper violemment, parce qu'elles sont rejetées par leurs amis, par leur famille. Alors, on n'en est plus, globalement, dans les années... nous, on nous a raconté, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, mais des amis dans les années 90, quand un couple, il n'y avait pas le mariage pour tous, et c'est aussi, par exemple, pour ça que nous, on s'est battus pour le mariage pour tous. C'est pas pour se marier. Au final, nous, on est beaucoup de gays on s'en fout de se marier. Mais c'est par rapport à la loi. Nous, on a connu beaucoup de couples gays qui étaient ensemble, qui avaient un appartement, qui avaient un chien, qui avaient une voiture, mais qui n'avaient aucun droit ensemble. Et à partir du moment où il y en a un qui mourait du sida, la famille arrivait et prenait tout. Ces gens perdaient tout. Donc, ces problématiques-là, elles sont moins présentes, mais il y a plein de gens encore qui sont rejetés. Et il y a aussi le poids dans la communauté gay. La communauté gay a été impactée. Il y a toute une génération de mecs séropos qui sont morts du sida. Cette génération-là, on sait qu'on l'a perdue. Donc il y a ce poids communautaire de l'histoire du VIH-sida qui est compliqué. Et tous ces poids-là, dans une société où il y a une homophobie décomplexée qui est quand même de plus en plus forte, ben ce poids-là, il faut vraiment être résilient, il faut se battre tous les jours, il faut accepter qu'on va être rejeté, qu'on va être repoussé. Et ça a un vrai impact sur la santé mentale. Donc il y a plein de moyens différents de combattre ça, mais pour beaucoup de personnes, c'est très très dur. Et la santé mentale est définitivement impactée. Et quand on parle de santé mentale, il faut savoir que par exemple, moi une des raisons qui a fait que j'ai eu du mal à parler de ma séropositivité aussi, c'est que quand on est gay, on doit faire un premier coming out. Les hétéros ne disent pas bonjour papa, bonjour maman, je suis hétéro. C'est naturel. Les gays, nous, il faut qu'on le fasse. Les gays, les lesbiennes, etc., etc. Ce coming out-là, moi, c'est très très mal passé avec mon père, qui m'a rejeté, je n'accepte pas, etc., etc. C'est aussi pour ça que j'ai fui à Londres. Un premier coming out qui est très douloureux comme ça, c'est très compliqué. Dire qu'on est séropo, c'est faire un deuxième coming out. Donc c'est se remettre, parce que le premier coming out, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on ne sait pas ce que c'est que la douleur. Quand on fait un deuxième coming out et qu'on sait que le premier a été très douloureux, on a les marqueurs de la stigmatisation, du rejet, de la violence. On n'a pas envie de le revivre. Donc c'est très compliqué de faire ce deuxième coming out. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que le premier coming out, c'est souvent la famille qui fait le rejet. Le deuxième coming out, on est parfois rejeté par sa communauté, par ses pairs. Et là, c'est la double lame. Donc c'est très compliqué pour ça parce que c'est une deuxième forme de violence après la violence du premier coming out et c'est très très compliqué à accepter. Pour moi, dans mon parcours, je m'aperçois que j'ai vécu un peu en trouble avec le VIH et avec ma résilience. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes dans ma vie où j'ai pris des murs, où j'ai pris des taquets, où j'ai pris des rejets et où j'ai dû m'accrocher, j'ai dû me dire bats-toi, tu vas avancer, tu vas continuer. Donc la résilience, pour moi, ça a été tout ce qui m'a permis d'avancer. D'ailleurs, je crois aujourd'hui pouvoir dire que si on me demandait de changer ma vie, être activiste, PD, séropo, queer aujourd'hui, je ne changerais pour rien au monde. Parce que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui, ça a construit des valeurs que j'ai, des valeurs humanistes, des valeurs de générosité que je pense avoir, de non-jugement des autres, etc. Donc vraiment, ça m'a construit, cette résilience-là a permis de construire la confiance, le caractère que j'ai aujourd'hui qui est assez fort. Mais par contre, la résilience, on la demande toujours aux minorités. C'est-à-dire que la résilience, c'est la communauté trans aujourd'hui aux États-Unis qui est agressée verbalement, physiquement, qui est rejetée. Il faut qu'ils continuent à avancer et c'est parce que c'est une minorité qu'il faut qu'elle soit résiliente. La résilience, j'en parle aujourd'hui avec un collègue qui est ukrainien qui me disait que voilà, lui vivre tous les jours avec cette peur des attaques, etc. Et il fallait qu'il continue à avancer, etc. Ça, c'est la résilience parce qu'il fait partie des agressés. Donc, les tout-puissants, les agresseurs, ils n'ont pas besoin d'être résilients. Et c'est en ça que la résilience, pour moi, on la demande qu'aux minorités, qu'aux plus faibles, qu'à ceux qui sont stigmatisés. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce mot, parce que quand on dit quelqu'un, il faut que tu sois résilient, il y a une forme d'injonction, et on ne peut pas savoir ce que c'est que d'avoir besoin d'être résilient, parce que personne ne peut vivre ce que c'est que d'être stigmatisé, jugé, agressé, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un rapport à ce mot qui est un peu compliqué, mais je suis résilient et je suis fier de l'être.